Raid. Comprendre les courses. Juillet 2029-2021. Supplémenter un cheval. Supplémenter un cheval, à quoi ça sert? Vous voyez régulièrement, sur les programmes de course, l'abréviation « supple » apparaître à côté du nom d'un cheval. Cela signifie que le cheval a été supplémenté pour participer à la course. Explication. Définition du mot. Qui fait l'objet du paiement d'un supplément? Autrement dit, l'entourage, entraîneur et propriétaire d'un cheval paie un supplément afin que son cheval participe à une épreuve. Qui est concerné? Tous les chevaux de plat et d'obstacle peuvent être supplémentés dans une épreuve. La supplémentation n'existe pas au trot. Repérer un supplémenté dans le programme PMU. Comment est calculé ce supplément? Voici ce que prévoit le règlement de France Galop. Course de groupe, 6% du montant total du prix, sauf exception astérisque. Autre course, 3% du montant total du prix. Astérisque prix de Diane, 55 000 €, prix du Jockey Club, 60 000 €, prix de l'Arc de Triomphe, 100 000 €. Règlement spécifique pour les courses classées listées des groupes. Une poule des propriétaires est constituée dans les courses du groupe I, 2 et 3 et les listées de race. Un versement est effectué par le propriétaire au moment de l'engagement pour chaque cheval engagé dans une course de groupe ou une listée de race. Le montant de cette poule est affecté à la dotation de certaines épreuves en complément de la somme allouée par France Galop. Exemple, pour supplémenter un cheval dans le prix Noailles, groupe 3 doté de 80 000 €, il faut débourser 6% de l'allocation totale soit 4 800 € et le versement à la poule des propriétaires soit 5 760 €. L'entourage doit investir 10 560 € pour inscrire son cheval à la dernière minute. Le cheval doit arriver maximum 3e pour rentabiliser ce coût. Pourquoi supplémenter un cheval? Engager un cheval, en temps et en heure, dans une course est très peu cher en comparaison d'une supplémentation. Pourquoi alors, est-on prêt à débourser plusieurs milliers d'euros pour voir courir son cheval? Il y a 2 raisons à cela. Les engagements pour certaines courses prestigieuses, comme le prix du Jockey Club, ont lieu 3 mois avant. Parfois, le potentiel d'un cheval, poulain et pouliche notamment, est repéré assez tardivement. C'est le cas pour Dicton, exemple ci-dessous, qui, après avoir été acheté à réclamer, a prouvé qu'il avait le niveau pour participer à des épreuves plus relevées que son programme initial. En conséquence, le cheval a le droit, moyennant finance, de participer à de grandes épreuves. L'entraîneur a omis d'engager son cheval dont le programme est plutôt restreint. Il ne veut pas attendre une autre course similaire alors que son cheval est fin prêt à bien courir. En accord ou non avec le propriétaire, il profite de cette dérogation pour offrir à son protégé un engagement sur mesure. Dans les 2 cas, le cheval est en forme et son entourage en attend une bonne performance. Exemple, le cheval Dicton a été supplémenté pour participer au prix du Jockey Club. Au lieu de dépenser 2 640 €, son entourage a dû payer 72 000 €. Dicton est arrivé 3e et a remporté 171 450 €. Cette 3e place est donc tout à fait rentable et l'entourage a eu raison de supplémenter son cheval dans la course. Comment utiliser cette information? C'est très simple. Repérez le cheval qui a fait l'objet d'une supplémentation et si sa candidature vous séduit, insérez-le dans vos jeux. Vous pouvez, pour vous aider à affiner votre choix, regarder si le cheval a déjà couru sur la distance concernée, s'il connaît le jockey qui lui est associé ou encore s'il a tiré un bon numéro de corde. Regardez également s'il s'agit d'un grand entraîneur ou propriétaire qui supplémente. En effet, il est bien plus facile pour les plus riches de payer une supplémentation tandis que cela peut représenter un vrai budget pour un petit entraîneur. En conséquence, si un petit effectue une supplémentation, cela a encore davantage de valeur. Les courses à réclamer, comment ça marche? Les courses à réclamer, comment ça marche?
Vous voyez régulièrement, sur les programmes de course, des épreuves dites à réclamer. Il s'agit de courses où tous les chevaux participants peuvent être achetés. Un prix minimum d'achat est indiqué pour chaque cheval. Après la course, pendant environ 15 minutes, les éventuels acheteurs peuvent déposer un bulletin d'achat dans une urne. La personne ayant fait la plus belle offre est alors propriétaire du cheval. Les 3 étapes du réclamer. Un / repérer un cheval. Vous avez envie d'acheter un cheval et avez décidé de passer par la case « Réclamer ». Après avoir repéré une course à réclamer, il faut regarder attentivement les performances des chevaux dans l'épreuve. Pas seulement les 3 premiers, mais les autres aussi, ceux qui sont revenus de l'arrière sans pouvoir briller, ceux qui n'ont pas eu le bon parcours mais se sont bien comportés en retrait. Bref, le cheval qui vous a séduit par sa vitesse, son endurance, son courage, son état avant et après la course. Vous avez trouvé la perle rare? Direction l'étape numéro 2. 2 / acheter le cheval. Rendez-vous au bureau administratif de l'hippodrome pour tenter de vous porter acquéreur du cheval repéré. Demandez un bulletin et remplissez-le en indiquant votre nom, le numéro, le nom du cheval ainsi que le montant auquel vous souhaitez l'acheter et déposez-le dans l'urne que l'on vous indique. Quel montant écrire sur le bulletin? Imaginons que le cheval possède un taux de réclamation minimum de 8 000 €, vous pouvez indiquer n'importe quel montant au-dessus de ce prix de base. Partons du principe que vous indiquez 9 550 € sur votre bulletin. Bulletin de réclamation. 3 / dépouillement et attribution du cheval. Tous les bulletins insérés dans l'urne sont ensuite dépouillés. Celui comportant le plus gros montant est celui qui remporte l'enchère et repart, de ce fait, avec le cheval. Imaginons, dans le cas qui nous intéresse, qu'un autre bulletin comportant la somme de 9 850 € ait été glissé dans l'urne, notre proposition n'est alors pas suffisante. Sachez également que le propriétaire du cheval mis à réclamer obtient le montant de base du cheval, 8 000 €, ainsi que 50% de l'excédent de réclamation, 1 850 € / 2 soit 925 €, soit 8 925 €. Les 50% restants vont au fonds de course de la société de course organisatrice. Cas particulier. Un / le propriétaire défend son cheval. Le propriétaire met aussi un bulletin dans l'urne pour défendre son cheval. C'est une situation d'ailleurs assez courante et un peu bizarre. Pourquoi met-on un cheval à vendre si c'est pour le racheter? Sachez que les chevaux tardifs, ou blessés et les chevaux d'âge en retard de gain n'ont pas forcément beaucoup de courses à leur disposition, dans lesquelles ils peuvent reprendre du moral, ou tout simplement courir. C'est pourquoi, les courses à réclamer représentent souvent une bonne occasion pour jauger la forme d'un cheval ou le voir courir. Et si, comme c'est le cas régulièrement, le cheval fait une bonne course, son propriétaire est en droit d'essayer de racheter son propre cheval. Dans notre cas, imaginons que c'est le propriétaire qui a mis le bulletin de 9 550 €. C'est lui qui a mis le montant le plus élevé, et il garde donc son cheval. Il devra toutefois payer l'excédent entre le prix de base, 8 000 €, et le prix du bulletin, 9 850 €, soit 1 850 €, montant reversé au fonds de course de la société de course organisatrice. 2 / 2 bulletins ont le même montant. Si 2 bulletins, ou plus, proposent le même montant, les commissaires de course procèdent à un tirage au sort. Le rôle des œillères. Le rôle des œillères. En course, de plat notamment, vous voyez régulièrement des chevaux avec des œillères, c'est-à-dire avec des morceaux de cuir ou de plastique qui servent à entraver une partie de leur champ de vision, latérale et arrière. Cette entrave est généralement installée lorsque le cheval a tendance à être apeuré ou distrait par ce qui l'entoure, environnement, autres chevaux, public. Dans ce cas, le cheval manque de concentration et perd son influx pendant la course ou dans la phase finale. Pour éviter ce genre de désagrément, on ajoute alors des œillères à l'harnachement de base du cheval. Œillères australiennes ou peau de mouton. Les 2 types d'œillères. Œillère classique, il s'agit d'œillères complètes qui empêchent le cheval de voir ce qui se passe à côté de lui et derrière lui.
Le cheval ne voit que ce qui se passe devant lui et n'est pas déconcentré par ce qui l'entoure. Elles peuvent être en cuir ou en plastique. Elles peuvent également être descendantes, notamment au trot où les drivers abaissent les œillères en fin de parcours pour redonner de l'influx à leur partenaire. Œillères australiennes, appelées également peau de mouton, elles n'entravent que la vision arrière du cheval. Elles se placent directement sur la bride du cheval. Elles sont soit en peau de mouton soit en mousse. Depuis le 1er juillet 2009, en plat, les entraîneurs sont obligés de déclarer le port des œillères de leurs partants. Cet artifice est donc inscrit sur le programme des courses. Faut-il jouer les chevaux avec des œillères? Il faut distinguer les chevaux qui portent des œillères régulièrement et ceux qui portent des œillères pour la première fois. Il peut être intéressant d'observer un cheval déjà expérimenté dont l'entraîneur décide de lui faire porter des œillères pour la première fois. Cela peut avoir un effet bénéfique sur le comportement du cheval en course, notamment si ses résultats précédents étaient en demi-teinte. Il faut distinguer le cas ci-dessus du cas où le cheval porte des œillères pour la première fois alors qu'il débute sa carrière. Il est alors plus compliqué de savoir quelle incidence cela aura sur la performance du cheval, pour deux raisons. On ne sait pas si le cheval est habitué ou non à porter des œillères puisqu'il s'agit de ses premiers engagements. Le jeune cheval est considéré comme craintif et cela l'aide à se canaliser mais ne change pas réellement son comportement en course, en termes de vitesse notamment. Pour les chevaux portant des œillères régulièrement, cela veut certainement dire que le cheval a besoin de cet artifice pour être bien et donner son maximum. Cela ne signifie toutefois pas que le cheval sera meilleur que ceux qui n'en portent pas. Il peut toutefois être intéressant d'observer la globalité de la carrière du cheval et de noter à quel moment il a porté des œillères et quels sont les résultats associés. Dans certains cas, le cheval ne porte des œillères qu'à bon escient et cela améliore ses résultats. Mais il faut alors prendre le temps de regarder les performances du cheval à long terme pour observer un éventuel lien de cause à effet. Conclusion. Le port des œillères s'est généralisé ces dernières années et depuis 2009, le parieur sait, grâce au programme, quels chevaux porteront des œillères ou des œillères australiennes. Il s'agit d'un indice supplémentaire qui peut permettre d'affiner une sélection ou de jouer une cote spéculative basée sur plusieurs autres indices, terrain, distance, corde. Il faut aussi porter une attention particulière à ceux qui portent des œillères pour la première fois. Il peut s'agir d'un élément important s'il est bien analysé. Toutefois, tout comme le déferrage, le port des œillères ne signifie pas forcément que le cheval sera meilleur ou que l'artifice aura un effet positif sur son comportement. Comment est déterminé l'état du terrain? Comment est déterminé l'état du terrain? Bon, souple, collant, voici les mots que l'on trouve sur les programmes de course à propos de l'état de la piste. Comment et qui détermine l'état du terrain? Voici quelques éléments de réponse sur les techniques employées et sur l'importance de cette donnée. Le pénétromètre. Cet instrument est utilisé tous les jours, quel que soit l'hippodrome et permet, grâce à quelques simples manipulations, de déterminer l'état de la piste où vont évoluer les chevaux. Le régisseur de l'hippodrome se rend sur la piste avec un pénétromètre, qui est composé d'une simple tige de fer et d'un poids d'1 kg. À plusieurs endroits de la piste, il laisse tomber le poids d'une hauteur déterminée et relève la profondeur à laquelle il a pénétré dans le sol. Détermine l'état du terrain. Ensuite, il entre ces données dans un logiciel qui contient des tables de conversion ainsi qu'une base de données. Il obtient ainsi une moyenne qui lui permet d'annoncer l'état du terrain en fonction de cette échelle de base. Jusqu'à 2,2, très léger 2,3, 2,7. Léger 2,8, 2,9, bon léger 3, 3,2, bon 3,3, 3,4, bon souple 3,5, 3,7, souple 3,8, 4,1, très souple 4,2, 4,5, collant 4,65, lourd 5,1 né et très lourd. Cette donnée est-elle importante pour faire le papier? L'avantage de cette donnée est qu'elle est basée sur des mesures concrètes dont le résultat est sûr. Vous pouvez considérer que cette donnée est fiable. Le seul petit bémol à apporter est que le terrain peut évoluer au cours d'une même réunion de course,
il peut devenir plus pénible si la pluie tombe en continu, il peut également se raffermir, si le soleil et la chaleur s'invitent. C'est à vous de le prendre en compte. Si vous êtes familier des hippodromes, ce sont surtout les professionnels qui pourront vous dire comment le terrain évolue après une ou deux courses. Lorsque vous étudiez une course, il faut évidemment prendre ce paramètre en compte. Notamment lorsque l'état du terrain est plutôt situé dans les extrêmes, à savoir un terrain vraiment léger ou au contraire, un terrain vraiment collant. En effet, un cheval habitué au bon terrain aura énormément de mal à s'adapter à un terrain lourd et inversement. Du coup, si vous suivez un cheval en particulier, vous devez regarder sur quel type de terrain il a produit ses meilleures performances et ainsi prendre ce paramètre en compte dans votre choix final. On dit, dans ce cas, que le cheval a une aptitude à un certain type de terrain. Conclusion. L'état du terrain est un paramètre important à prendre en considération lors de la préparation de vos jeux. Même si certains chevaux vont dans tous les terrains, la majorité a tout de même une prédilection pour un terrain donné. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'un cheval soit retiré d'une épreuve lorsque l'entraîneur considère qu'il n'aura pas son terrain, c'est-à-dire le terrain qui lui convient. Si le cheval n'a que très peu couru, ou pas du tout, et que l'on ne peut pas savoir si un type de terrain lui convient davantage, on peut alors regarder ses origines et en tirer certaines conclusions, qui ne se traduiront pas forcément sur la piste. Sur plusieurs années, on a pu déterminer que les produits des étalons Linamix, Marchand de Sable, Monsun ou encore Pivotal, sont très performants en terrain lourd. Cette aptitude est particulièrement recherchée chez les sauteurs. Savoir lire la musique d'un cheval. Savoir lire la musique d'un cheval. Il est très important de savoir lire la musique d'un cheval pour effectuer, d'un coup d'œil, un premier choix parmi les concurrents au départ d'une course. Cette suite de chiffres et de lettres peut paraître difficile à déchiffrer au premier abord, mais avec quelques petites informations, vous saurez exactement comment l'interpréter. Le principe de la musique. La musique représente les performances passées d'un cheval. En général, cela concerne les 10 dernières courses du cheval. La musique se lit de gauche à droite, de la performance la plus récente à la plus ancienne, et chaque chiffre ou lettre indique son classement et la discipline. Les chiffres. Tous les chiffres présents dans une musique indiquent le classement du cheval. 0 égale non placé, 1 égale 1 air, 2 égale 2 œufs, 3 égale 3 œufs. Au-delà de la 9e place, on considère que le cheval est non placé. Deux chiffres, entre parenthèses, qui se succèdent dans une musique indiquent un changement d'année. Dans la musique suivante, 6H, 9H, 4H, 15, 4S1H à 2S1H, le cheval a couru 3 fois en 2016, année en cours non mentionnée, et ses autres performances remontent à 2015. Les lettres. Lorsqu'une lettre remplace un chiffre, cela indique qu'un autre événement de course est intervenu. D. Disqualifié, pour allure irrégulière au trot. T. Tombé, le plus souvent durant un parcours d'obstacles mais parfois en plat ou au trot. A. Arrêté pendant le parcours, le plus souvent durant un parcours d'obstacles mais parfois en plat ou au trot. Ret. Rétrogradé, généralement après enquête. Les autres lettres indiquent tout simplement la discipline dans laquelle le cheval a évolué. S. Steeplechase. C. Cross-country. H. Et. A. Attelé. M. Monté. Deux exemples concrets. Étudions la musique suivante. 0 à 5 à 2 MDA, 15, 0 à 7 à 5 M. Cette musique est celle d'un trotteur qui pratique à la fois le trot monté, M, et le trot attelé, A. Dans l'ordre, il vient de finir non classé à l'attelé, 0A, avant cela il s'était classé 5e à l'attelé, 5A, avant il avait pris une 2e place au trot monté, 2 mètres, et encore avant, il avait été disqualifié au trot attelé, DA. Toutes ces performances concernent l'année en cours. Ensuite, après le 15, on s'intéresse aux performances de l'année 2015 où le cheval a été non classé au trot attelé, 0A, 7e au trot attelé, 7A et 5e au trot monté, 5 mètres. Étudions la musique suivante. 4S6H,
15, 7H0H04P. Cette musique est celle d'un cheval qui pratique le plat, P, et l'obstacle, H, S. Il vient de se classer 4e en steeplechase, 4S. Avant cela, il avait pris une 6e place en 6 heures. On passe ensuite sur l'année 2015 où le cheval s'est classé 7e en 7 heures, puis a été non placé en 0H, puis non placé en plat, 0P, et enfin 4e en plat, 4P. Le poids des jockeys. Le poids des jockeys. Quand on exerce le métier de jockey, le poids est une notion extrêmement importante. Que ce soit le jour de la course, où le jockey doit absolument répondre aux exigences de poids fixées par les conditions de course, que ce soit les jours sans course, où le pilote doit veiller en permanence à sa ligne pour faire le poids, toute l'année. S'ajoutent à cela des conditions particulières pour les apprentis. Au galop. Poids minimum autorisé en plat, à l'exception des poids résultant des remises de poids prévues par les dispositions de l'article 104 en faveur des apprentis et des jeunes jockeys, le poids porté par un cheval ne peut en aucun cas être inférieur à 49 kg, sous peine de distancement. En règle générale, un jockey de plat doit peser aux environs de 52 kg. Poids minimum autorisé en obstacle. Quelles que soient les remises de poids applicables, le poids porté par un cheval ne peut en aucun cas être inférieur à 60 kg, sous peine de distancement. Au trot. Dans les courses au trot monté, à moins d'indication contraire, le poids minimum pour âge est ainsi fixé: 3 ans, 60 kg, 4 ans, 63 kg, 5 ans et au-dessus, 67 kg. Les apprentis sont admis, sauf stipulation contraire, au poids minimum de 55 kg pour ceux n'ayant pas gagné 25 courses au trot et 57 kg pour ceux ayant gagné au moins 25 courses au trot, dans toutes les épreuves au trot monté prévoyant un avantage de poids ou un poids minimum. Ces avantages sont accordés aux apprentis, soit qu'ils montent pour le compte de l'entraîneur auquel ils sont liés par contrat, soit qu'ils montent, avec l'autorisation de cet entraîneur, pour une autre écurie. Pour info, dans les courses au trot attelé, à moins d'indication contraire, le poids est libre. La pesée. Nathalie Dessouté se plie au rituel de la pesée. On aperçoit un tapis de plomb qui lui permet de s'alourdir. Le propriétaire du cheval ou son représentant doit confirmer ou déclarer le nom de la personne qui monte et indiquer le poids que portera le cheval, en précisant tout dépassement de poids supérieur à 1 livre, 500 grammes, s'ajoutant au poids déclaré lors de la déclaration de monte ou au poids résultant des conditions de la course et de l'application des surcharges et remises de poids concernant le jockey. Pour une transparence totale vis-à-vis de l'ensemble des acteurs des courses, les jockeys doivent être pesés systématiquement avant et après chaque course. Ainsi, avant la course, le jockey doit obligatoirement se présenter dans la salle des balances pour y être pesé. Le poids affiché sur la balance doit être conforme au poids annoncé initialement. Éléments pesés en plat et obstacles: la selle, le tapis de selle, la sangle, la sursangle et le collier de chasse, la toque et la cravache ne sont pas pesés. Éléments pesés en trot: tout ce que porte le cheval doit être pesé, excepté les bottines, les flanelles, les fers, la bride et la cravache. Une marge d'erreur de 500 grammes, par rapport au poids annoncé, est tolérée. Tout savoir sur les bons numéros derrière l'autostart. Quel numéro jouer lorsque le départ d'une course est donné à l'autostart? Découvrez-le dans notre infographie. Tout savoir sur les bons numéros derrière l'autostart. Le déferrage. Le déferrage. Depuis le 1er mai 2009, les entraîneurs sont tenus de déclarer l'éventuel déferrage de leurs chevaux lors de la publication des partants et sont obligés de courir leur cheval avec la ferrure ou l'absence de ferrure annoncée. L'avantage de déferrer un cheval, surtout pour la première fois, est qu'on le soulage du poids supplémentaire de la ferrure qui, pour certains, peut aller jusqu'à 250 ou 300 grammes à chaque pied. Il existe 3 sortes différentes de déferrage. Déferrage des 4 pieds, le cheval court pieds nus, sans aucun fer aux pieds. Déferrage des antérieurs, le cheval court sans ses fers devant. Déferrage des postérieurs, le cheval court sans ses fers derrière.
Les 3 pictogrammes indiquant le déferrage des chevaux sur le programme des courses. En fonction de leur allure naturelle, certains chevaux ont besoin ou non de poids aux pieds. Un cheval déferré pour la première fois est comme un skieur à qui on ôte ses chaussures. Il ressent une impression de légèreté incomparable qui, le plus souvent, lui permet de donner le meilleur de lui-même. Cet effet peut, ou non, se répéter efficacement à chacune des sorties du cheval. Depuis 2013 et la génération des B, le déferrage est interdit pour les pouliches et poulains de 2 ans jusqu'à l'âge de 4 ans. Les entraîneurs utilisent presque toujours le déferrage pour une course visée, pour un engagement particulièrement avantageux, avec un cheval parfaitement prêt à courir, ce qui est un signe de grande confiance d'un entraîneur sur la forme de son partant. On retrouve la mention des déférés sur les tableaux des partants. 2 exemples contradictoires illustrent l'efficacité ou l'inutilité du déferrage. Selon son entraîneur, Général du Pommeau s'améliorait de près de 3 secondes par tranche de 2000 mètres lorsqu'il était déferré. L'absence de poids lui permettait d'accélérer son extraordinaire jeu de jambes pour une rentabilité multipliée. Reddy Cash ne s'est jamais amélioré, au contraire, chaque fois qu'il a couru pieds nus ou allégé dans sa ferrure. Il avait besoin d'un poids minimum, environ 200 grammes à chaque pied aux antérieurs pour trouver son passage et éviter de tomber à l'amble. Été Canter, le point sur l'échauffement avant la course. Été Canter, le point sur l'échauffement avant la course. Vous entendez régulièrement les termes hit et canter notamment lorsque les chevaux se rendent en piste avant une épreuve. Que veulent dire exactement ces mots qui ont trait à la préparation du cheval de course? Explication. Le hit, au trot. Le mot hit ne possède pas de définition en français puisqu'il est directement issu du mot anglais hit, qui signifie série, autrement dit une épreuve de sélection, comme en athlétisme et par extension, une course d'échauffement. L'expression dead hit, ex-co, est de la même origine, expression couramment utilisée dans les courses hippiques pour désigner des chevaux arrivés ex-co. Elle remonte à l'époque où les courses étaient organisées sous forme de séries, hit, et où un cheval remportant 2 séries était déclaré vainqueur. Lorsque des chevaux ne pouvaient être départagés pour la première place, la série était annulée, dead, et ne comptait pas. Dead hit entre Ustinov du Vivier et Scarlett Turgot. Le hit a généralement lieu entre 1 et 2 heures avant la course. Pour certains trotteurs, cette séance d'entraînement se fait en 2 temps. Une première séance assez peu soutenue puis une autre plus sérieuse. Ces travaux d'avant-course permettent d'apprécier la souplesse des chevaux, leur capacité d'accélération, leur humeur du jour, s'ils sont en sueur ou nerveux. D'où l'importance de la diffusion de ces images, qui donnent parfois de vraies indications sur le cheval. Canter, au galop. Définition Larousse, galop d'essai qu'effectuent les chevaux pour se rendre du pesage à l'emplacement du départ de la course. Ce mot est issu de l'anglais. Il s'agit du diminutif de l'expression Canterbury galop, désignant l'allure à laquelle les moines de Canterbury se déplaçaient lorsqu'ils étaient à cheval. Comme indiqué dans la définition, il est différent des hits de trot puisque le galopeur effectue son canter avant de se rendre derrière les stalles de départ. Il s'agit d'un travail à allure modérée pour détendre le cheval avant l'épreuve mais aussi pour vérifier que tout va bien du côté de ses appuis, de l'harnachement, de la selle. Le canter est une allure située entre le galop de chasse, très lent, et un galop plus rapide, canter soutenu. Vous aurez certainement l'occasion d'entendre l'expression « gagner dans un canter ». Cela signifie gagner facilement, sans forcer, comme si le cheval était à l'échauffement. Quelques précisions pour être incollable. Le canter, de 17 à 20 km/h suivant le modèle du cheval, le galop de demi-train, 30 à 35 km/h le bouvite, courte distance effectuée au galop de course proche de la vitesse maximale atteinte en course. Qu'est-ce qu'un médène? Qu'est-ce qu'un médène? On dit d'un cheval qu'il est médène lorsqu'il n'a encore jamais remporté une course. Ce terme est issu du mot anglais maiden, qui signifie jeune fille, et qui par extension désigne tout ce qui est nouveau. Par exemple, le premier vol d'un appareil s'appelle le maiden flight, ou le premier discours d'un homme élu s'appelle le maiden speech.
Par extension, dans le monde des courses, un cheval reste médène tant qu'il n'a pas passé le poteau en tête. Des courses, spécialement dédiées aux chevaux n'ayant jamais gagné, sont régulièrement organisées. Au départ de celles-ci, on ne trouve que des concurrents n'ayant jamais gagné une course. Les chevaux tardifs ou ayant des aptitudes limitées peuvent rester médènes jusqu'à 4, 5 ou 6 ans. À ne pas confondre avec inédit, qui ne s'applique que lorsque le cheval n'a encore jamais couru. Notez aussi que le mot médène s'utilise aussi dans le monde de l'élevage et s'applique à une jument n'ayant pas encore été saillie. Qu'est-ce qu'un cheval en retard de gain? Qu'est-ce qu'un cheval en retard de gain? Vous avez certainement entendu cette expression. Tel ou tel cheval est en retard de gain. Ce qui signifie tout simplement que le cheval en question n'a pas les gains escomptés par rapport aux autres chevaux de sa génération. 2 raisons principales d'être en retard de gain. Le cheval a été malade et a donc peu couru depuis le début de sa carrière, où il a été arrêté plusieurs mois, voire plus pour cause de blessures. Le cheval, c'est surtout le cas chez les trotteurs, a été très souvent fautif lors de ses débuts, et il n'a donc pas les gains escomptés par rapport au nombre de courses auxquelles il a participé. Au galop, ce type de cas de figure se présente avec les chevaux tardifs. Comment repérer un cheval en retard de gain? Ce n'est pas forcément une donnée extrêmement facile à trouver. Généralement, on entend cette expression de la bouche d'un entraîneur qui, en parlant de la chance théorique de son cheval dans une course, révèle « Il a été arrêté pendant 9 mois et est en retard de gain, il trouve donc un très bel engagement. » Au trot par exemple, si le cheval a été sur la touche pendant plusieurs mois, il n'a pas engrangé de gain pendant cette période. Alors que ses congénères ont continué à courir et à gagner de l'argent. Lorsque le cheval revient à la compétition, il est en retard de gain et cela lui permet de bénéficier d'engagements très intéressants. Les conditions de course, liées au gain, vont lui permettre de profiter d'une position en première ligne, alors que les autres devront rendre 25 mètres. Ou alors il sera engagé dans une épreuve où les chevaux ont les mêmes gains que lui mais pas la même qualité. Dans ce cas précis, le cheval peut alors gagner avec une belle marge, étant supérieur en classe. En plat, c'est à peu près pareil. Le cheval peut débuter sa carrière à 3 ou même 4 ans parce qu'il est jugé trop immature ou pas assez fort pour supporter le poids de son jockey et celui de la course. Dans ce cas-là, lorsqu'il débute en course, il peut se retrouver dans des lots où les autres chevaux ont plus de gains que lui, mais pas forcément plus de qualité. Le cheval peut rapidement, quelques mois, rattraper son retard en remportant des petits lots dans lesquels l'opposition est à sa portée. Il faut bien étudier le programme des courses pour dénicher ces chevaux-là. En divisant ses gains par son nombre de sorties, on peut voir si un cheval est en retard par rapport aux autres. Un trotteur qui a 25 000 € de gains en 6 sorties alors que son congénère a accumulé la même somme en 18 sorties, n'a pas la même valeur. Regardez en détail les performances détaillées. Conclusion. Le mieux est quand même d'être à l'écoute des professionnels qui sont les mieux placés pour dire si un de leurs pensionnaires est en retard de gain. Restez à l'affût des interviews d'avant-course, des magazines spécialisés qui relatent les propos des entraîneurs, des commentaires des journalistes spécialisés qui savent repérer ces chevaux. Si vous pensez avoir repéré un cheval en retard de gain, suivez-le et faites-vous plaisir. Partagez. Commentaire. Qui êtes-vous? RAID. Consultez le profil. Archiver. Signaler un abus. Fourni par Bloguer.